Aujourd'hui, Pascal va vous parler de Couchbase, l'entreprise pour laquelle il travaille, et en particulier sur le mobile. Aujourd'hui, sur le mobile, on est souvent amené à avoir des cas où nos applis doivent être, entre autres, offline first. Et Couchbase Mobile permet entre autres d'adresser ce use case. Donc, je vais laisser Pascal vous en parler plus en détail. Et puis, je vous souhaite à tous une bonne conférence. Je te laisse la main, Pascal. Puis, Super, bon talk. merci beaucoup Théma. Bonjour à tous. Effectivement, ce matin, j'ai assisté à pas mal de tracks. Alors, c'est vrai qu'on a envie de faire un peu tout, des très très bonnes qualités. J'espère que je vais être au niveau. L'idée aujourd'hui, c'est de vous présenter un peu Couchbase. Alors, je vais me présenter. Je suis Pascal Gasp, Solution Engineer chez Couchbase depuis 2 ans. Pour un petit peu mon background, c'est que j'ai fait 25 ans maintenant, même si ça ne se voit pas, mais j'ai quand même quelques poils gris là, que je travaille dans l'IT, que je fais de l'architecture et j'ai rejoint Couchbase il y a à peu près 2 ans pour le côté scalabilité de la plateforme et diversité des use cases qu'on peut avoir. Et aujourd'hui, en fait, toute l'idée du talk d'aujourd'hui, c'était de vous présenter Couchbase mobile, qu'est-ce que fait Couchbase dans le monde du mobile. Et on va commencer tout de suite. Alors, en fait, la première chose que j'ai envie de faire, même peut-être avant d'introduire les use cases qu'on va couvrir, c'est vous emmener dans le chat à essayer de partager qui d'entre vous connaissent déjà Couchbase. Un petit pouce pour me dire ceux qui connaissent et ensuite qui connaît déjà Couchbase mobile dans le chat. Ok. Donc, qu'est-ce que Couchbase mobile? En fait, un élément d'introduction. Couchbase est une base de données NoSQL très connue sur la partie base de données, mais dans le mode embarqué, un peu moins connue. Et en fait, on adresse de plus en plus des clients sur le domaine du Edge. Et avant de partir et expliquer en quoi on adresse ces domaines-là, j'aime bien ramener quelques éléments de définition. Qu'est-ce que le Edge? Il y a 2 grandes topologies d'architecture Edge. Là, les architectures de type offline first, j'ai envie de dire, dans votre mobile ou dans votre device, vous embarquez votre application et votre application a la capacité de fonctionner en mode déconnecté. Et les data center Edge, où en fait on va se retrouver à créer des data centers de proximité qui va permettre de travailler et d'avoir une continuité d'activité, j'ai envie de dire, sur des architectures. Des cas d'usage classiques dans des data centers Edge, c'est vous imaginez, vous avez un entrepôt et vous avez plein de swaps pour aller scanner tous les éléments et tous ces entrepôts, toutes les informations pour éviter l'explosion du nombre de connexions sur un central vont pouvoir se connecter sur une database de proximité, se synchroniser et on va laisser la database de proximité ensuite se synchroniser avec le système central. Idem sur des architectures de type mobile. L'idée, c'est de pouvoir travailler en mode déconnecté et ensuite se rapprocher, se synchroniser quand le réseau est up ou de meilleure qualité, synchroniser avec ces systèmes-là. Donc, il y a quelques grands challenges qu'on va avoir à adresser quand on adresse cette problématique-là. C'est la volonté de vouloir éviter l'explosion du nombre de connexions simultanées sur le central. 2, j'en ai un peu parlé tout à l'heure, avoir une continuité d'activité. Et 3, avoir préservé la bande passante. Parce que si on reste sur une application full connectée ou si on est en mode désynchronisé, il faut essayer d'optimiser cette synchronisation qu'on va avoir de données sur les systèmes. Et ça, c'est les problématiques que va adresser Couchbase. Si je resitue un petit peu l'architecture Couchbase, en fait, on a 3 composants dans la partie Couchbase mobile. Le premier, c'est Couchbase central, le serveur Couchbase. Comme je l'ai dit tout à l'heure, une base de données NoSQL distribuée avec comme caractéristique Memory First, une architecture Memory First avec des temps de réponse en dessous de la milliseconde. Ce n'est pas le sujet du talk d'aujourd'hui. On a fait quand même quelques webinaires là-dessus. Si vous voulez avoir plus d'informations, je vous encourage à vous rapprocher de nous sur notre stand ultérieurement. Deuxième élément, c'est ce qui nous intéresse aujourd'hui, c'est la partie Couchbase Lite. Couchbase Lite, on va pouvoir vous fournir un framework que vous allez embedder dans votre device
et sur lequel vous allez pouvoir persister de la donnée, avoir une base de données NoSQL embarquée sur lequel vous allez pouvoir faire des requêtes avancées, du full text search, des queries NoSQL, etc. On y reviendra. Tout ça en mode déconnecté. Et ensuite, on va s'appuyer sur un tiers qui va s'appeler la Sync Gateway, qui va nous permettre de garantir la synchronisation entre le serveur et la partie backend, la partie base de données. Donc, on va avoir des mécanismes de synchronisation qui vont nous permettre de faire du delta sync, de pouvoir faire de la purge automatique de la donnée. Donc, voilà. Donc, je vais essayer maintenant de revenir sur chacune des deux briques, que ce soit Couchbase Lite et Couchbase la Sync Gateway, pour essayer de vous donner un aperçu de ce qu'on est capable de faire ou ce qu'on est capable d'adresser avec Couchbase. Donc, premier point, Couchbase Lite, ce que vous allez embarquer côté mobile. J'ai mis là en gras les éléments différenciants parce qu'on parlait de Couchbase mobile, moi je peux y passer des heures juste sur Couchbase Lite. J'ai essayé d'extraire les éléments fondamentaux qui vont nous aider aujourd'hui à présenter la plateforme. Donc, comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est une solution de base de données embarquée, NoSQL, qui va vous permettre que vous allez pouvoir embarquer de manière native dans vos différents devices. On va avoir du support .NET, Java pour faire du desktop et on a déployé il n'y a pas longtemps la version C parce qu'on a des cas d'usage qui arrivent de plus en plus sur des objets embarqués de type Raspberry Pi ou des éléments comme ça. Donc, on a déployé en C aussi. L'idée de Couchbase Lite, c'est de vous permettre de faire de la requête, de faire des requêtes simples, N1QL ou SQL ou full text search sur votre device. On va pouvoir vous proposer la synchronisation bidirectionnelle. Une des features qu'on a aussi, c'est la capacité de précharger la base de données et de la livrer avec votre package d'applicatifs. Donc, c'est-à-dire que vous avez votre application et vous souhaitez déployer des données de référentiel. Au lieu de faire une synchronisation au démarrage qui crée une vraie lenteur et qui impacte fortement l'expérience utilisateur au premier usage de la base de l'application, vous allez pouvoir préloader votre base et livrer votre base de données préloadée avec Couchbase et ensuite faire du data sync. On va avoir dans Couchbase de la résolution automatique de conflits ou de la résolution custom que vous allez pouvoir mettre en place. Des mécanismes de purge automatique qui vous permettent d'éviter d'avoir des systèmes de la complexité dans la gestion des documents, du cycle de vie des documents que vous allez stocker ou des données que vous allez stocker côté base de données mobile. Et on va avoir des éléments qui vont vous permettre d'optimiser votre bande passante avec la compression, la synchronisation en mode delta. Et une des features qui est assez intéressante qu'on voit de plus en plus arriver, c'est la capacité de faire du peer-to-peer. C'est-à-dire que vous n'êtes pas obligé d'avoir un composant central pour pouvoir vous synchroniser la donnée entre Couchbase et Couchbase central. Donc, si on fait un peu le focus sur Couchbase Lite, comme je l'ai dit tout à l'heure, on va pouvoir, vous avez un support sur l'intégralité des plateformes, que ce soit du mobile, du desktop et qu'on couvre. On a récemment réalisé la version Kotlin pour Android sur Couchbase Lite et on a livré il y a 15 jours la version Couchbase C. Donc, ce qui va vous permettre après ça ouvre le monde du possible puisque il y a quelques supports qu'on n'a pas et du coup, on peut partir sur une stack C pour ensuite créer les wrappers qui vont bien sur cette stack-là. Toute l'idée de Couchbase, encore une fois, c'est de vous permettre d'avoir la même stack, quel que soit le type de composant que vous avez, quel que soit l'OS sur lequel vous allez le déployer, pouvoir utiliser la même stack applicative, la même stack de base de données et donc vous faciliter les usages. Donc, si on regarde un petit peu comment c'est fait, en fait, on est parti il y a en 2014 sur une stack SQLite. Donc, il n'y a pas de secret. Couchbase est bâti sur une stack SQLite sur lequel on a fait des améliorations, des fortes améliorations, entre autres sur le stockage de la donnée, où on stocke les données en binaire en utilisant Freeze, ce qui nous permet clairement d'optimiser le stockage.
Et ensuite, on a un core qui nous permet on a décorrélé la stack core dans lequel on va retrouver toutes les fonctions de base du moteur de base de données, des fonctions bindées pour les OS sur lesquelles vous allez ensuite plugger vos OS. Ce qui nous permet après de simplifier la maintenance, puisqu'on fait évoluer essentiellement le core avec des points d'interface sur les éléments de binding. Donc, je l'ai dit tout à l'heure, on a une distribution Android, Java, .NET, iOS, C maintenant, Kotlin aussi. Donc, vous êtes capable d'aller, on est capable de couvrir une grande panoplie de langages et d'OS avec Couchbase Lite. Ce qui est vraiment intéressant dans Couchbase Lite, c'est sa capacité de couvrir du SQL. Vous allez pouvoir faire du SQL++. Alors, pourquoi SQL++? Un SQL++, c'est l'implémentation de SQL dans le monde NoSQL, le monde JSON. Et donc, notre implémentation qui s'appelle NQL, donc qui est une implémentation de SQL++, vous allez pouvoir le supporter dans Couchbase Mobile, dans Couchbase Lite. Donc, aussi bien à partir des Query Builder, vous allez avoir, pour ceux qui connaissent déjà Couchbase, vous aviez vos Query Builder. On a fait des évolutions. Maintenant, on va vous permettre de faire directement des queries en SQL++. Et du coup, ça va vous permettre peut-être de simplifier votre code applicatif ou voire le rendre un peu plus explicite. Ça dépend de la nature des développeurs qui utilisent la plateforme. Grosse feature aussi qu'on a dans Couchbase Mobile, c'est aussi la capacité de faire du full text search. Vous avez la capacité de créer à la volée un index full text search et ensuite de requêter dessus avec des fonctions de full text search. Ce que vous n'avez pas sur un SQLite, puisque c'est des évolutions qu'on va faire sur le SQLite et que vous allez retrouver sur Couchbase. Donc voilà, capacité de faire du SQL. Vous avez, alors je ne l'ai pas montré, vous avez aussi des fonctions de clé-valeur, de cache, comme on a déjà vu, classique de Couchbase. Mais j'ai plutôt préféré mettre l'accent sur les fonctions avancées, donc SQL++, full text search. On a aussi un support aussi pour des index prédictifs pour tout ce qui est machine learning, que je n'ai pas mis l'accent dessus parce que fallait faire un choix et voilà, c'est intéressant de savoir que si vous avez des photos et que vous voulez faire de la reconnaissance avec un petit algorithme de machine learning, si vous êtes machine learning entraîné, on peut très bien créer des index et les desservir. Ça vous permet d'améliorer l'expérience utilisateur sur votre application. J'ai aussi parlé d'une fonction assez intéressante dans Couchbase, c'est le peer-to-peer synchronisation. Donc, l'idée du peer-to-peer synchronisation, c'est de se dire, on a la capacité, et j'y reviendrai tout à l'heure sur la Sync Gateway, comment on synchronise un mobile avec un central. Mais l'idée intéressante, c'est aussi de se dire comment deux mobiles peuvent se synchroniser entre eux. Donc, on a ce qu'on appelle le peer-to-peer synchronisation. Ça va vous permettre de monter des réseaux de type réseau en étoile ou réseau en type mesh pour pouvoir faire collaborer des composants entre eux. Domaine d'application, je suis sur un domaine d'application aujourd'hui qui est assez intéressant, c'est le domaine militaire où en fait on va faire partir des véhicules militaires qui vont pouvoir se communiquer entre eux, se partager des positions ennemies entre eux et ensuite pouvoir se synchroniser entre eux et sans travailler avec un élément central. Donc, on a ça, on a aussi d'autres clients qui font plus dans le domaine commercial, puisqu'on ne fait pas que du militaire. Je parle de ça parce que c'est assez d'actualité en ce moment. Mais on ne fait pas que du domaine militaire, même dans le domaine commercial. On va retrouver Emirates qui va utiliser Couchbase dans ses avions, essentiellement pour améliorer l'expérience utilisateur. Typiquement, on va avoir des tablettes, les hôtesses et les autres vont aller voir les clients, avoir une petite tablette, faire la commande et ça va se synchroniser avec la tablette la plus proche pour pouvoir ensuite faire la commande et que la commande elle arrive avant même qu'il ait fini la commande. Donc voilà, c'est un peu les idées d'applications et d'applications innovantes qu'on peut avoir avec le peer-to-peer, mais aussi on peut imaginer on peut imaginer ce genre de use case aussi dans les entrepôts. Comment ça fonctionne exactement le peer-to-peer? C'est assez simple. En fait, on va pouvoir vous fournir la stack de discovery, la composante de discovery qu'on va avoir pour aller chercher les composants pour qu'ils se connectent entre eux. On vous donne une interface, on vous laisse la responsabilité.
Globalement, il y a un premier stack qui est réseau TCP/IP. Vous pouvez très bien activer le réseau TCP/IP et ensuite Discovery. Vous allez juste donner l'adresse du client et le connecter dessus, faire du peer-to-peer. Le cas échéant, on laisse les clients s'interfacer avec notre API et ramener leurs éléments de configuration. Donc, dans le rôle du peer-to-peer, en fait, comment ça va fonctionner? Vous allez avoir un composant actif, un composant passif. Donc, un composant qui va jouer le rôle de serveur. Donc, un device qui va jouer le rôle du serveur, un device qui va jouer le rôle du client. Et le device client, qui est aujourd'hui appelé composant passif, composant actif, va aller synchroniser les données avec le client passif. D'accord? C'est tout l'idée du peer-to-peer synchronization. Donc, vous emmenez votre stack de réseau, comment découvrir les composants réseau, vous vous interfacez avec notre interface, vous vous connectez aux composants en face, un composant a été déclaré comme passif, un autre a été déclaré comme actif, l'actif va aller tirer la donnée sur le passif et va faire le merge. On pourrait très bien faire le mécanisme dans les deux sens, ce qui nous permettrait de faire du peer-to-peer en réseau étoilé, en zero mesh. Donc voilà. Donc, un petit exemple de code, en fait, c'est assez simple, le côté passif, assez simple. Vous déclarez un listener. Okay. Vous avez un petit listener ici qui vous permet d'aller identifier l'IP du client. Donc, c'est tout l'exercice, c'est la difficulté que vous allez avoir ou la problématique qu'on a chez les clients. J'en parle beaucoup parce que c'est des vrais sujets de Discovery Network. C'est d'aller identifier l'IP ou l'interface distante. Et ensuite, vous démarrez un listener et ensuite, on va se connecter à cette interface-là. J'ai mis un petit lien ici. Alors, comme j'ai partagé juste l'écran, oui, voilà, ok. Parce que c'était assez compliqué de partager la totalité du code de l'élément actif. Donc, l'élément actif, la seule chose qu'il va pouvoir faire, c'est aller se connecter aux composants, décider du mode de synchronisation, on y reviendra tout à l'heure, et ensuite aller s'authentifier et lancer une réplication. C'est ce qu'on va appeler la capacité d'aller synchroniser. C'est dans ce mécanisme de réplication qu'on aura les callbacks qui vont nous permettre d'identifier que des composants des données ont été modifiées ou pas. Je vais revenir sur ma braise. En termes de synchronisation, on a, donc quand on veut se synchroniser avec le central, donc en passant par la SYN Gateway, on a les possibilités de faire de la synchronisation en mode push ou pull. On peut très bien pousser de la donnée ou bien aller la tirer sur le serveur qui va nous permettre d'aller synchroniser les données. Cette synchronisation peut être soit en mode continu, soit en mode à la demande. Donc, vous pouvez très bien décider d'aller pousser en permanence la donnée, ou synchroniser en permanence la donnée, ce qui va consommer pas mal de ressources et donc potentiellement utiliser énormément la batterie de votre device, ou décider à leur one-shot d'aller chercher, au moment opportun, d'aller chercher de la donnée sur le serveur. Ça, c'est libre à vous de décider du mode de synchronisation que vous souhaitez. Ensuite, le protocole de support de tout ça, c'est sur du WebSocket. Donc, c'est assez efficace comme protocole. Ce qui est assez intéressant, moi, ce que j'aime beaucoup, j'en ai parlé au début, avec Couchbase, on est beaucoup focalisé sur comment on aide à réduire l'usage de la bande passante, le nombre de connexions, etc. Donc, réduire le nombre de connexions, c'est par les architectures de type Edge. Réduire l'usage de la bande passante, c'est par le delta synchronisation. Qu'est-ce que le delta synchronisation? C'est la capacité d'aller juste tirer les différentiels qu'on va avoir sur un document. Donc, les données supposons que ce soit dans l'usage qu'on a à l'heure actuelle, on a des documents qui sont stockés côté serveur ou côté mobile.
et on a changé que le timestamp, et ben en fait, quand on va faire une synchronisation, on va récupérer juste le champ timestamp qui a été modifié. Donc là, on comprend tout de suite qu'il y a un vrai intérêt en termes de gain en termes de bande passante, ce qui est pas négligeable quand on commence à construire des architectures de ce type-là. Ce que j'ai trouvé assez intéressant aussi, c'est d'essayer de parler un tout petit peu de la synchronisation et de la résolution de conflits. Donc, Couchbase, la résolution de conflits de Couchbase n'est pas basée sur l'espace-temps. Normal, puisqu'on est dans des devices qui sont potentiellement déconnectés. Et si on s'amusait à synchroniser les données par leur timestamp, on se retrouverait tout de suite dans des points de blocage. Point de blocage, pourquoi? Parce que l'espace-temps de mon serveur n'est pas le même espace-temps, ou la synchronisation de mon serveur en termes de temps n'est pas du tout la même que la synchronisation que le temps de mon client. Et même les clients entre eux ne sont pas du tout dans les mêmes espaces-temps, puisqu'on peut avoir une désynchronisation. Donc, Couchbase n'est pas basé sur cette notion de timestamp, mais plutôt sur une notion de version. On va versionner les documents, on va créer des itérations sur les versions de documents, et on va ensuite aller gérer les conflits à partir de cette itération de documents, le nombre de révisions de documents. D'accord ? Donc, en fait, on a deux algorithmes, comme je l'ai dit tout à l'heure, deux façons de gérer les conflits. La première, c'est la résolution de conflits automatique. Donc, la résolution de conflits automatique, l'algorithme est assez simple. C'est les suppressions égales toujours. D'accord ? Et c'est le document qui a été le plus changé qui va gagner. D'accord ? Donc, et le dernier écrit gagne, côté applicatif. Donc, si on prend notre cas d'usage qui est présenté ici, on va partir sur un document que Molly a, il l'a créé, Naomi a synchronisé le document. Le document a été mis à jour côté Molly. Le document a été mis à jour côté Naomi. Il cherche à se synchroniser. Ah, il y a un conflit. Donc là, on va se trouver dans un conflit. La résolution de conflit, alors soit elle est automatique, donc le dernier écrit va gagner, c'est-à-dire celui qui a plus fait de modifications va gagner dans ces cas-là, ou bien vous allez faire une résolution de conflit automatique, et auquel cas cette résolution de conflit automatique, ce sera un handler que vous allez mettre côté applicatif, d'accord, de votre côté côté mobile. Okay, donc vous allez avoir côté mobile un handler qui va vous permettre de détecter que ces documents sont en conflit, et là vous allez faire votre conflict resolution avant de repousser le document. Si on veut se connecter un petit peu, c'est un exemple de code, quand on va aller se connecter au central, c'est assez simple, on va pouvoir dire, on va créer une connexion, un réplicateur, on détermine l'URL du serveur, donc là c'est le Couchbase serveur, Couchbase la SYN Gateway, et ensuite on demande le mode de réplication. Est-ce qu'on est en push-pull, est-ce qu'on est en pull, est-ce qu'on est juste en push, on décide de mode de réplication. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, est-ce qu'on veut en mode continu ou est-ce qu'on veut de manière sporadique, et ensuite, on va pouvoir avoir le handler de données qui a changé. D'accord ? Et là, on va pouvoir aller intercepter et pouvoir mettre aussi ces résolutions de conflits spécifiques, si on souhaite faire de la résolution de conflits spécifique. Ce qui est intéressant sur la partie Couchbase, mobile, j'ai envie de dire, bon, on est capable de faire des terminaisons j'ai envie de dire du chiffrement sur le réseau, mais ça c'est du TLS, classique. Mais moi, ce que je trouve le plus intéressant, c'est l'encryption at rest. D'accord, l'encryption at rest sur Couchbase mobile version Enterprise Edition versus la version Community Edition, c'est qu'on vous offre la possibilité d'encrypter les données sur le device, ce qui va vous permettre de renforcer la sécurité de vos données que vous embarquez dans Couchbase, sur votre mobile. Parce qu'il faut bien comprendre que les données que vous allez synchroniser vont se retrouver sur les devices peuvent être volés, et que ces données, ces devices volés, si vous avez des données sensibles à l'intérieur, si elles ne sont pas à minimum encryptées, vous allez avoir un risque de sécurité qui est relativement fort. Donc voilà, ça c'est ce qu'on va retrouver côté Couchbase mobile. Voilà pour la partie Couchbase mobile. J'ai juste surligné quelques fonctions qu'on a dans Couchbase mobile pour pouvoir vous aider à voir un petit peu quelle est la capacité que vous avez fonctionné.
Couchbase mobile, Couchbase Lite, c'est-à-dire la partie client côté mobile, peut fonctionner tout seul. C'est-à-dire que vous êtes très bien capable de prendre votre Couchbase Lite, faire tourner sur votre device sans avoir besoin d'aller synchroniser sur le serveur. D'accord ? Ça, c'est quelque chose on a quelques clients qui font ça, qui vont utiliser la capacité de Couchbase pour simplifier leur application. Typiquement, je veux faire des requêtes SQL, je veux faire du full text search parce que je veux proposer dans mon interface graphique côté utilisateur de l'autocomplétion, de la persistance de la donnée, de la requête SQL parce que je fais des données un peu complexes que je dois traiter et je dois aller faire de la recherche un peu complexe, etc. Puisque de plus en plus, on voit des applications partir sur des applications en mode desktop. Non pas seulement mobile, mais plus sur desktop. Donc, ça veut dire qu'on commence à faire des applications qui peuvent être relativement riches. Donc, ça, c'est ce qu'on est capable de faire. Et ensuite, on a aussi des clients qui se disent, nous, on ne veut pas synchroniser sur un serveur, on veut faire juste du peer-to-peer synchronisation. Donc, ça veut dire que vous êtes capable de fonctionner complètement avec Couchbase. Dans le cas où, en fait, vous allez avoir besoin de synchroniser avec un serveur, dans ces cas-là, on va devoir intervenir avec la SYN Gateway. La SYN Gateway, c'est notre composant qui va nous permettre de gérer le lien entre votre monde mobile et le monde serveur. Donc, la SYN Gateway, c'est un composant qu'on va pouvoir déployer aussi bien dans le cloud que on-prem. Et c'est aussi une des caractéristiques qu'on va retrouver sur des architectures Couchbase. Si on regarde à peu près aujourd'hui sur le marché, les architectures offline, vous allez avoir Realm chez Mongo, vous allez avoir Firebase chez Google. Ces deux stocks-là ont pour inconvénient, si on va sur Firebase, va vous fortement lier avec un provider qui est de type Google. Donc GCP, vous liez avec un cloud provider, et l'autre, vous liez avec... et donc, du coup, vous allez pouvoir faire cette architecture de synchronisation, mais sous-jacent et ça vous emmène forcément dans une architecture de type cloud. Et pour Realm, idem, vous allez devoir vous relier forcément à Atlas, qui est une solution cloud. Alors, vous allez me dire, oui, mais c'est un peu ce qui arrive aujourd'hui et c'est un peu le monde qui arrive. Oui, pour la grande majorité des clients, mais de plus en plus qu'on voit arriver sur le marché, c'est des architectures de type edge computing, où en fait, ce que je présentais tout à l'heure, où en fait, on va ramener en proximité des data centers pour pouvoir garantir cette continuité d'activité, ne pas être dépendant du réseau pour synchroniser. Pour deux raisons. La première, c'est, comme je disais, la continuité d'activité. La deuxième, limiter l'explosion du nombre de connexions qu'on peut avoir. Si vous imaginez que si vous avez une dizaine d'usines à gérer et dans chaque usine, vous avez 1 millier de devices que vous devez synchroniser, vous imaginez bien que si tout ça vous le synchronisez sur le cloud, vous allez avoir à supporter un énorme nombre de transactions ou de connexions simultanées. Et donc là, on va commencer à faire des architectures un peu hiérarchiques où on va ramener de proximité qui vont ensuite permettre les serveurs de se synchroniser entre eux. Donc ça, c'est un des bénéfices que vous allez avoir avec Couchbase mobile grâce à la SYN Gateway. Donc la SYN Gateway, elle va être capable de se déployer aussi bien sur n'importe quel type d'operating system, quel que soit le cloud provider, mais aussi on-prem. Et quand vous le déployez on-prem, que ce soit sur du Cube, d'OpenShift ou du Docker, binaire en VM, vous êtes assez libre de les déployer. L'idée de la SYN Gateway, encore une fois, c'est de garantir la synchronisation de votre Couchbase Lite avec votre centrale. Effectivement, vous devez atterrir dans ces cas-là dans une base de données Couchbase. D'accord, c'est la contrainte qui va vous emmener de Couchbase et Couchbase mobile. Vous allez vous connecter à une SYN Gateway en mode push ou pull. Vous allez ramener de la donnée sur cette SYN Gateway et la SYN Gateway va aller persister la donnée dans le serveur et avec tous les mécanismes de synchronisation si nécessaire. Ensuite, on va aussi pouvoir faire ce que j'expliquais il y a 2 minutes, les architectures de type proximité, edge, cloud edge, où vous allez synchroniser avec la SYN Gateway dans votre data center de proximité, puis ensuite laisser les
SYN Gateway synchronisées entre elles de la donnée. Donc, vous avez votre device ici qui va aller sauver de la donnée en local dans un Couchbase server. Donc, tous vos devices sont ensemble, vous connectez là-dessus. Et ensuite, vous laissez la SYN Gateway se synchroniser avec la capacité de réseau qu'elle a sur le central. Donc, si on regarde un peu la SYN Gateway est un composant stateless. D'accord? Donc, ça veut dire qu'elle n'a aucune persistance, ou en fait, la seule persistance qu'elle va faire, c'est qu'elle va aller persister les données et les métadonnées liées à la synchronisation dans le Couchbase server. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est un composant qui va être complètement scalable et qui va être aussi sur lequel on va pouvoir mettre un load balancer en frontal parce que, indifféremment, vous pouvez aller synchroniser avec la SYN Gateway A ou la SYN Gateway B. On va donc pouvoir mettre un load balancer et scaler en fonction des conventions qu'on va avoir. D'accord? Donc, ensuite, l'architecture Couchbase Server va vous permettre aussi de travailler avec vos backends applicatifs sur les données qui sont sur côté central. Ce qui est assez intéressant aussi dans Couchbase et la SYN Gateway, c'est la manière dont on va gérer la sécurité ou la répartition ou la ségrégation des données. D'accord? On a fait le choix d'une implémentation de type, on va créer des channels dans lesquels on va distribuer la donnée. Et les gens vont venir s'abonner à ces channels ou à des rôles, vont être assignés à des rôles qui vont s'abonner à ces channels. Et on ne pourra synchroniser que les données qui résident dans ces channels. Donc, les documents vont être assignés à un channel. Ce channel, les utilisateurs peuvent avoir soit accès, soit avoir un rôle. Et sans ces rôles, on va vous donner des droits sur les channels. D'accord? Ça va permettre à vos clients de pouvoir dire sur un même silo de données, je ne vais pas synchroniser la totalité des données qui sont dans le silo de données. Je vais pouvoir synchroniser tout ou partie. Et de la même manière, pouvoir gérer la sécurité. Un client, vous pouvez très bien synchroniser de la donnée référentielle, puisque vous avez besoin de faire un mode delta sur les données référentielles sur votre Couchbase Lite. Mais pour autant, cette donnée référentielle qui a été modifiée côté Couchbase Lite ne doit pas redescendre. Vous avez aussi la capacité sur ces channels, de mettre des droits dans lecture ou d'écriture sur ces documents. Comment ça marche concrètement? Dans cet exemple-là, on le voit bien. On va pouvoir créer un channel dans lequel, on va assigner le composant 1, dans lequel on va taguer des documents en leur disant vous appartenez au channel 1. On va aussi pouvoir créer des documents qu'on va assigner au channel 2 et sur lequel on va assigner aussi l'utilisateur 2. Et on peut aussi créer un channel sur lequel les deux ont les droits. Donc, typiquement, dans mon exemple de tout à l'heure, on va ramener les données référentielles dans un channel partagé, ce qui va nous permettre de synchroniser les données partagées qui sont dans ce référentiel-là. Et ensuite, on va créer des channels dédiés pour les utilisateurs. Je ne sais pas, un cas d'usage qu'on a, c'est je suis sur le terrain, je vais aller, je gère des contrats et je veux ne synchroniser que les contrats qui m'intéressent. Je ne vais pas aller chercher les contrats d'un autre utilisateur. Donc voilà ce que vous avez la capacité de faire avec Couchbase. Et c'est ça aussi qui fait un petit peu notre différence aujourd'hui sur le marché, c'est que vous avez une vraie granularité dans la gestion des documents et de la granularité de la distribution de ces documents. Et comment on va pouvoir ensuite assigner ces droits sur les channels? De deux manières. Hein. La première, c'est via une API sur la SYN Gateway. Hein. Sur la SYN Gateway, vous allez pouvoir adresser une API en disant j'assigne telle personne à tel channel. D'accord? Et je lui donne tel droit. Et via aussi des SYN fonctions. Donc, vous allez pouvoir aussi créer une fonction JavaScript dans laquelle vous allez pouvoir mettre des droits à la volée à des documents. Dès qu'un document arrive, vous allez pouvoir lui dire tu t'assignes à tel channel ou tu te tags pour tel channel et afin que les gens puissent le voir. Donc, voilà. On pourra très facilement gérer tout le cycle de vie de la donnée à travers ces SYN fonctions et aussi à travers l'attribution de ces documents et droits. Donc,
à quoi ressemble une SIG fonction? C'est une fonction JavaScript que vous allez déployer côté Sync Gateway, hein, côté application Sync Gateway, et qui va justement réagir sur l'arrivée des documents, et à chaque mutation des documents, en fait, hein, vous allez pouvoir appliquer des fonctions. Donc, vous allez pouvoir appliquer des fonctions aussi bien de type assignation d'un rôle, un document, un assignement d'un channel à un document, que donner des droits à un utilisateur ou donner des droits et des autorisations d'écriture ou de lecture sur un document. Donc, vous avez vraiment la capacité d'avoir une vraie granularité dans la distribution et de la gestion des documents que vous allez avoir à synchroniser sur la SIG. Côté Sync Gateway, en termes de droits et d'habilitation ou de sécurité, voilà, on a des capacités. Alors, quand on va initier une connexion sur la Sync Gateway, il faut forcément avoir un token d'authentification. Et ce token-là, on l'obtient soit par une authentification de type login mot de passe, sécurité minimale, soit par l'intégration vers l'OpenID ou des systèmes d'OpenID ou de DOT ou bien du LDAP. Ça nous est arrivé aussi de faire alors comme on a un gros client qui s'appelle EDF, qui a une complexité dans l'usage dans ses gestions d'authentification parce qu'ils ont un SSO spécifique, on va pouvoir aussi faire de la customisation du mécanisme d'authentification, aller pour se plugger dans ce système d'authentification que, entre autres, EDF nous a mis en place. En termes d'autorisation, je vous ai montré, on a la capacité d'assigner des channels sur des droits et des channels, des utilisateurs à des channels à partir d'une API. On va encrypter la donnée de bout en bout et on va pouvoir gérer la sécurité de cette manière. Voilà, j'ai fait un peu vite, un peu plus vite que je ne pensais. Je suis au bout, donc ça nous donne un peu plus de temps pour discuter, pour avoir des questions. Voilà pour moi. Yes, merci pour ton talk, Pascal. Est-ce que si vous avez des questions, n'hésitez pas à mettre dans le chat. Je vais faire un peu comme les autres fois. Sinon, j'en ai. Je me demandais en premier, pourquoi est-ce que tu as une limite pour Edge de 1000? Pourquoi ce chiffre en fait? Il y a une raison Non, c'est parce qu'en fait, c'est ce qu'on a éprouvé jusqu'à maintenant. C'est-à-dire notre limite a été essentiellement établie par le nombre de la connexion, le nombre de nœuds qu'on a testé à aujourd'hui. Donc, c'est vraiment une limite, j'ai envie de dire, théorique qu'on a mis en place parce que c'est ce qu'on a testé. Au-delà, bon, voilà, c'est un peu compliqué de monter plus de 200 nœuds de Couchbase pour les synchroniser. Voilà. Et je me demande là-dessus aussi, comment tu fais en cas de Edge pour t'authentifier auprès de la... Enfin, comment dire... Je me demande quand tu fais sans Internet pour t'authentifier... Enfin, admettons qu'on soit dans un cas là où tu as un data center et tu n'as pas de connexion Internet sur ton téléphone. Donc, tu as ta Sync Gateway qui est dans ton data center, voilà, tu es en mode Edge comme tu montrais. Tu fais comment pour la première authentification? Ta première authentification, tu as le choix en plusieurs façons de faire. C'est-à-dire que comme c'est ta Sync Gateway qui va faire ton relais d'authentification, d'accord? C'était sur ta Sync Gateway que tu vas donner ton token d'authentification. Donc, c'est lui qui va permettre de voir. Donc, soit tu as ta Sync Gateway qui est connectée, ton LDAP, il est aussi, alors partons sur un principe d'LDAP, ton LDAP, il est aussi dans ton Edge. Okay. D'accord. Okay. C'est une délégation au LDAP du Edge. Soit tu ne peux pas du tout créer un token d'authentification. Ça dépend de, voilà. Après, tu as d'autres clients qui ont aussi la capacité de dire le réseau, en fait, ils ouvrent juste le réseau entre les deux Sync Gateway et tout le reste, c'est un réseau sécurisé. Donc, il n'y a même plus besoin d'authentification. On sait qu'on pousse, on se connecte, on s'abonne et on pousse, quoi. Donc, voilà. Ok, je comprends. D'accord. Donc, voilà. Et je me demande là-dessus, justement, si ça arrive vraiment souvent qu'il y ait comme ça, des data centers qui serviraient que à faire de la synchro comme ça. Enfin, j'ai du mal à me rendre compte de use case. Alors, je vais te présenter un petit use case qu'on a eu là, sur lequel on est en étude en ce moment. C'est en fait essentiellement pour une continuité d'activité en réalité. C'est vraiment le cas d'usage fort, c'est la continuité d'activité. C'est-à-dire que te dire, au lieu de... Je vais prendre la gendarmerie nationale,
Tu vois, ce qu'ils font, c'est qu'ils Hmm. ont un devoir, c'est de pouvoir prendre tes plaintes. Ça, c'est… D'accord. Voilà. Oui, Si tu déposes une plainte et que tu ne peux pas la prendre, tu n'es pas content. oui, oui, En oui, fait, je ils vois. ont un besoin de continuité d'activité. La question, c'est de se dire, finalement, sur tous les postes, il y a du Couchbase Lite, d'accord. Et du coup, et en fait, ce qu'ils vont faire, c'est qu'ils se sont dit, au lieu de voir, tu imagines bien que tous les postes des gendarmes s'y synchronisent en centrale, tu vas exploser le data center central. Hmm. On s'est dit, c'est le plus simple, c'est de dire, on relaye dans la région, on fait une synchronisation de tous les commissariats, tous les postes de collaboration sur une région, et on laisse les data centers synchroniser entre eux. C'est vraiment une continuité d'activité avec le minimum de disruption. Après, la question se discute parce que effectivement, tu te dis, finalement, si tu n'as pas de connexion, tu peux attendre puisque tu résides en local. Mais c'est des apports fonctionnels supplémentaires que tu peux avoir. Ok, je vois. Il y a une question. Est-ce que tu aurais une recommandation de CodeLab pour s'y mettre? Ouais, sur le site. Sur le site, il y a énormément d'exemples. Sur notre site, on a sur le site de Couchbase, tu as des exemples d'utilisation de T'as Couchbase, peut-être. tu as des samples de Couchbase. Donc, tu peux essayer. Après, tu peux aussi nous appeler, hein, juste nous appeler, qu'on se fasse un workshop généralement. Et voilà. T'as Ouais, en fait, t'as pas un lien sinon à mettre dans le chat parce que c'est une question du chat ouais, du coup. je vais te trouver ça, je vais te le mettre Ok, en chat. super. Je vais- Couchbase. Et je me demande aussi, pareil, alors peut-être que là je suis en train de divaguer, mais est-ce que ça peut te permettre aussi de faire du disaster recovery, d'avoir comme ça enfin, des data centers enfin, qui sont un peu, enfin l'information au final est distribuée un peu partout. Est-ce que du coup, enfin, genre tu peux partager, faire de la redondance d'informations et ça fait que genre si t'as, bah, dans le cas de terrain en gendarmerie, si tu as une région qui tombe, admettons Pays de la Loire, tu as une copie de tes données qui sont en Bretagne par exemple. Effectivement, en fait, tu peux faire plusieurs choses avec ça. Tu peux faire du actif-actif, des sites actif-actif avec de la synchronisation. La SYN Gateway, alors je vais le faire différemment. La SYN Gateway a essentiellement pour rôle de synchroniser de la donnée mobile. D'accord. Donc, parce que quand tu regardes Couchbase, on a du disaster recovery entre la base de données centrale, entre les bases de données. Donc, si tu as une Ouais, application plus back-end, on a ce qu'on appelle le XDCR qui permet de synchroniser deux serveurs. Mais le problème, c'est que sur ce XDCR, on n'a pas la capacité de propager les métadonnées liées à la synchronisation de la donnée. D'accord. Puisque chaque document contient son chemin de révision. D'accord. Donc, c'est pour ça que nous, ce qu'on fait quand on a des applications mobiles et qu'on veut faire de la synchronisation de data center sur les applications mobiles, on va utiliser l'inter-SYN Gateway synchronisation. D'accord. Ça d'accord, va ok. nous permettre de propager, et c'est essentiellement pour propager les métadonnées de synchronisation. Dans la roadmap de Couchbase, d'ailleurs, alors ça ne va pas être l'année prochaine, ça va pas être dans 10 ans, mais dans la roadmap de Couchbase, ce qu'on a prévu de faire, c'est de normaliser tout ça et de ramener presque le XDCR ou XDCR ou Couchbase, la synchronisation inter-SYN Gateway comme un standard de XDCR pour ne pas avoir deux technologies qui font la même chose. Parce que souvent, les clients nous disent oh, vous avez deux technologies qui synchronisent, on ne comprend pas très bien. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que la SYN Gateway synchronise tout ce qui est métadonnées associées à la mobilité. Donc, si tu as deux data centers de type deux usines qui ont énormément de sensors qui captent et qui se synchronisent, là, tu peux faire ça. Et voilà. Donc, pour revenir sur ton point maintenant, pour essayer d'être complet sur la réponse, oui, tu peux faire du disaster recovery sur la partie mobile de cette manière-là, mais tu peux aussi faire des architectures actifs sur des data centers extrêmement éloignés ou sur des plaques extrêmement éloignées. Puisque tu peux très bien te dire, j'ai un côté, je fais phraser tous les US sur un data center de proximité qui est aux US, je synchronise ça en France et je fais l'inverse pour la France. Et si jamais les US tombent, boum, je reroute Ouais, ouais. sur la. Voilà. Tu peux faire ce genre Ouais, de. c'était vraiment genre pareil, enfin même du coup j'ai un peu la même question et quand tu es en mode peer-to-peer c'est pareil, est-ce que du coup tu as un téléphone qui a une copie des informations d'un autre téléphone Ouais. ou pas? Ok. Oui, oui, tout à fait. C'est-à-dire que le but de la synchronisation, c'est vraiment de se retrouver avec les dernières versions de tous les documents à un moment donné. Alors, ça t'incite fortement, en fait, après, il y a une vraie question qui se pose. Là, en ce moment, je suis sur cette grosse problématique-là. C'est quel est le réseau le plus optimal quand tu te retrouves avec un nœud de téléphone sur lequel tu veux synchroniser? Est-ce que c'est du mesh? Est-ce que c'est est-ce que c'est de l'étoile? Et voilà. Donc, aujourd'hui, on est parti avec
dans le secteur militaire, on est parti sur un réseau mesh. Et du coup, tu te retrouves avec de la synchronisation de tous les sens. Ce qui vient, et c'est là où tu as de l'avantage avec Couchbase, c'est que tu vas. Parce que si tu as la synchronisation dans tous les sens, ça veut dire que tu as des data qui. Tes documents, ils partent dans tous les sens. Donc ta bande passante, elle va vite saturer. Du coup, en fait, là où on est intéressant, c'est qu'on fait de la delta sign. Donc on va pouvoir récupérer juste une partie des documents. Donc ça permet d'avoir de préserver la bande passante. Ok. Donc voilà. Je me dis par contre que ça doit être compliqué à débugger. Mais... ouais. ouais, c'est pas une. Disons qu'en fait, il faut être. Je sais pas qui parlait tout à l'heure dans un talk sur les approches de tests. Il faut être un peu rigoureux sur tes scénarios de test unitaires en fait. Parce que quand tu as de la synchronisation et que tu as des différentiels à gérer, faut être sûr que tous tes scénarios, tu les as préparés pour que si tu as un bug, tu puisses les rejouer dans tes tests unitaires. Quoi. Et effectivement, c'est pas hyper simple. Mais toi, justement, en termes de stratégie de test, tu conseillerais quoi avec j'ai envie de dire, alors moi je viens de ce monde-là, hein. Enfin, j'ai fait une dizaine d'années dans le DevOps et le continuous testing, continuous delivery. Écrivez déjà vos tests unitaires, scénario passant, scénario crash, tests de perf aussi, les micro-tests de perf, parce que c'est ce qui va vous permettre après de détecter assez rapidement qu'il y a une divergence et faites de l'intégration continue en fait. C'est-à-dire que lancez vos tests en permanence, dès que vous buildez, vous relancez des tests et faites en sorte que ces tests ne soient pas dépendants de... parce que dans Couchbase Lite, on peut fonctionner pas forcément avec de la connectivité. C'est juste un fichier. La base de données Couchbase Lite, c'est un fichier. Donc, vous pouvez interagir en permanence avec ce fichier que vous mettez dans votre pipeline d'intégration continue. Et une fois que vous avez ça, faites-le de manière unitaire sur des scénarios simples et enrichissez vos scénarios simples qui font que... Voilà. Et faites-le en permanence, en fait. Ne skippez pas les tests. C'est ce qu'on fait souvent dans le bid. non, je le fais pas. Hein. Mais oui, on le voit. C'était ma vie aussi d'avant, en fait. C'est plus facile pour moi de le dire que de le faire. Mais c'est vrai que, effectivement, faut essayer de. Quand ça passe pas, il faut prendre le temps pour que ça passe, plutôt que de se dire ça passe pas. Ça roule. Je sais pas, est-ce qu'il y a d'autres questions sinon là moi, j'en vois pas, en tout cas dans le chat. Je crois que de mon côté, c'était à peu près tout. Très bien. Écoute, je reste sur le chat et si jamais il y a besoin, s'il y a des questions, s'il y a des choses qui n'ont pas été bien abordées, je peux. Ça marche. Bon, du coup, je te remercie encore pour ton talk. Merci à vous. Et merci pour la discussion. C'est vrai que vu qu'on a eu du temps, on a pu discuter un peu. C'est ça. Oui, c'est ce qui est intéressant en fait dans les talks. C'est pouvoir après échanger, pas pousser. En fait, le côté un peu embêtant des live, des talks virtuels comme ça, c'est que tu n'interagis pas, tu ne vois pas les gens, donc c'est vrai que c'est compliqué. Tu as plutôt l'impression de faire une présentation académique et du coup, tu ne sais pas trop dans ton timing où est-ce que tu es ou tu n'es pas. Et c'est vrai que voilà, c'est intéressant de s'arrêter et se dire, oh, tiens, parle-moi de la vie réelle. Sans de tes slides, parle-moi de la vie réelle. Ouais, c'est sûr.